Bienvenue dans Multivers le podcast. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage très spécial en compagnie de Magali. Elle va nous présenter le festival Momiji qui en est déjà à sa 7e édition. Ce festival aura lieu le 2 novembre prochain à la MJC Raymond Trincavel de Béziers. Magali nous partagera l'histoire de ce festival, nous dévoilera un aperçu de son programme attrayant et nous en dira plus sur ses passions. Accrochez-vous, car le pilote Buzz vous emmène pour un voyage passionnant. Bonjour Magali, Et bonjour. est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Magali, j'habite à Clermont-Lérault et en 2016, j'ai fondé une association sociale et culturelle et j'ai ouvert un manga café qui s'appelait Kuyohon à Béziers. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours par rapport au Japon ? Du coup, comme beaucoup, j'ai eu le club d'eau. Donc, il y a des animés que j'avais regardés qui plaisaient bien. Et j'avoue, j'avais beaucoup aimé. Donc, Qu'est-ce que tu aimais par exemple ? Jeanne et Serge. J'adore Jeanne et Serge. Mais après, alors, c'est ça qui est assez bizarre, c'est parce que du coup, il y a des gens que je connais de longue date qui me disent « Ah oui, mais t'es passionné du Japon, ça a toujours été. » Alors, j'ai pas souvenir primaire, collège, d'être passionnée du Japon. Moi, j'étais passionnée d'antiquité, d'Égypte, justement, ou des trucs comme ça. Mais, et pourtant, on me dit souvent que si. Alors, à l'époque, il n'y avait pas tant de mangas qu'on pouvait trouver à lire. Je sais que le premier manga que je me suis acheté et que j'ai lu, j'étais déjà au lycée, en fait. Et j'étais retombée dedans, mais pas comme la plupart des gens, comme en regardant ce qui passait à la télé. C'est plutôt parce que, du coup, j'étais tombée sur un magazine sur le Japon. Alors, pourquoi je l'ai acheté, ça, je ne me souviens plus. Mais il y avait un groupe de J-Rock qui m'avait tapé dans l'œil. Du coup, j'ai écouté, j'ai été fan. Et en fait, je suis retombée surtout dans la musique japonaise, tout ce qui est J-Rock, Visual Kei. De là, comme j'adore les films d'horreur, alors je ne sais plus exactement dans quel ordre, mais je sais que je me suis fait plein de films d'horreur japonais. Oui. Et du coup, en parlant de tout ça avec des amis au lycée, ils m'ont dit « Ouais, mais regarde, t'as vu, il y a tel animé, tel truc. » Donc après, c'est dans les animés que je suis retombée. Et c'est après que j'ai racheté des mangas en lecture, parce que de base, j'ai toujours été une très, très grosse lectrice, en fait. Donc j'ai toujours énormément lu. Mais le manga format en lui-même, c'est vraiment ce qui est revenu en dernier, en fait. Et après, c'est vrai que j'ai développé une sorte de passion pour le Japon. Alors, je ne vais pas dire le Japon manga, comme c'est le cas, l'effet de mode qu'il y a maintenant. C'était vraiment l'histoire du Japon et surtout le folklore japonais que j'adorais. Et voilà, donc après, j'avais fait un premier voyage, j'avais 20 ans quand j'ai fait mon premier voyage. Je suis partie comme ça, toute seule. Quand je suis revenue en France, j'ai tellement aimé le Japon que du coup, là, moi, j'avais arrêté des études et je travaillais. Du coup, j'ai arrêté de travailler. Enfin, j'ai travaillé pour me faire des sous de côté, mais j'ai repris des études et je suis partie à Bordeaux faire une licence de langue. Mais mon but, c'était pas d'avoir la licence, c'était du coup d'avoir un niveau de langue assez développé pour vivre au Japon. Donc voilà, quand je suis arrivée à ma 3e année, il y a eu problème à la fac. Bon, et du coup, je me suis dit, je m'en fous, je finis pas ma licence, je pars au Japon. Donc je suis partie 1 an. Sauf que là, alors c'était la plus belle année de ma vie, mais j'ai vraiment aimé vivre là-bas. Alors, l'avantage que j'ai, contrairement à beaucoup de gens qui idéalisent le Japon, c'est que moi, je connaissais déjà beaucoup de côtés négatifs du Japon. Et le Japon en a beaucoup. Et du coup, j'ai très bien pu supporter ma vie au Japon parce que je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Il m'est arrivé ce que je m'attendais à ce qui m'arrive, en fait. Le truc, c'est que par contre, je ne pensais pas qu'il serait aussi difficile de rester vivre au Japon, d'avoir un visa de travail ou autre. Surtout que je faisais de la restauration là-bas, donc c'était mort, en fait. Et j'avais pas envie, j'avais un copain à l'époque, mais j'avais pas envie de me marier pour rester au Japon. J'y ai pensé, j'y ai fortement pensé, mais je me suis dit c'est quand même injuste de me servir de mes relations pour rester là-bas. Donc je suis rentrée en France et j'aurais dû repartir au Japon quelques mois plus tard. Quand je suis rentrée en France, j'ai eu infection des dents de sagesse. Oui. Et alors sur ce problème qui a duré un peu de temps, on s'est aperçu que la France, le gouvernement m'avait sorti de leurs petits papiers. C'est-à-dire, j'existais plus. J'avais plus de carte j'étais plus sur la Sécu, j'avais plus de carte verte. J'existais plus, oui. Ils m'avaient enlevé, en fait. Du coup, il y a eu beaucoup de problèmes de papier, de problèmes d'argent qui sont mis derrière.
Et en fait, de retarder, j'ai une vie en France qui s'est construite. Et c'est là, du coup, après, en travaillant en restauration, et quand j'ai vu par rapport au manga de l'annonce, je me suis dit, si je ne peux plus aller au Japon, je vais faire venir le Japon à moi. Je vais faire un manga café. Et peut-être qu'avec le temps, ça m'ouvrira des portes et je pourrais y retourner, faire des trucs. Et donc, tu vivais là-bas, tu disais, c'était de la restauration principalement, c'est ça? Oui, alors j'ai travaillé à Akihabara pendant quelques mois. J'aime bien parce que chaque fois que je disais ça à des Japonais, tout le monde disait « Ah, t'es maid et tout !» Je dis « Non, je suis pas maid. » Mais bon, c'était quand même le quartier d'Akihabara et je travaillais dans un petit resto familial. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment le petit resto que les touristes ne vont jamais. C'est-à-dire, c'est un petit resto qui est dans une petite ruelle Pour les Japonais, qui était au premier ou au deuxième étage en plus. Ok. Et que si on ne sait pas lire le japonais, déjà, on ne voit pas qu'il y a un Tu n'avais restaurant pas en fait. été engagé parce que tu étais une gaijin? Non, pas du tout. Alors si, oui et non, parce que du coup, le patron aimait bien prendre des étrangères, alors pas tout le temps que ça, mais quand il y en avait qui proposaient, il aimait bien nous engager avec mes amis, justement, parce que du coup, on pouvait parler anglais avec les Japonais. Et les Japonais aimaient bien... Il y avait un avantage linguistique, c'est ça. Mais c'était pas l'apparence comme certains... Ah non, pas du tout. C'est vrai que dans certains bars japonais, Oui. ils mettent ça en avant. Oui. On a des gaijins, etc. C'est ça. Non, nous, c'était le côté pratique de la langue, en fait, mais c'était tout. Et après, j'ai arrêté de travailler là-bas et j'ai travaillé dans un restaurant de sushi. Et... je vais pas dire ça pour me vanter ni rien, parce que en plus, j'ai pas le truc, mais en fait, les restaurants de sushi, c'est tellement spécifique et tradition au Japon, même si à la base, c'est pas forcément un truc japonais depuis des siècles, en fait. Mais, et du coup, j'ai travaillé dans un restaurant de sushi, et là, c'est là où je me suis dit, j'étais peut-être une des premières, c'est pas la première, mais une des premières étrangères, parce que du coup, il y a beaucoup de Japonais qui ont été très choqués qu'une étrangère travaille dans un restaurant de sushi, en fait. Pour eux, c'était inadmissible que des étrangers y travaillent. Ah oui. J'ai aussi eu des personnes qui ont été ouvertement racistes, en fait. Oui, mais c'est connu. Qui sont... Voilà. C'est une forme de racisme. C'est oui, pas alors c'est ça. Comme on l'entend nous. Oui, moi, chaque fois, je fais... Justement, je dis, quand j'en parle, je dis, il ne faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas du racisme comme en France. C'est plus une sorte de chauvisme extrêmement fort, en fait. Puis je pense aussi qu'il y a une espèce de naïveté, entre guillemets, dans le sens ils se disent que comme on n'a pas la culture japonaise, peut-être qu'un étranger n'est pas capable d'atteindre le niveau. Mais c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'ils ne le pensent pas forcément à tort. Parce que quand on voit rien que les touristes, le comité grade et tout, et quand je vois le nombre de personnes qui disent « Oui, mais moi, je vais au Japon pour draguer des Japonaises », il y a un non-respect de la culture japonaise qui est impressionnante. Et même là, les jeunes maintenant, au Manga Café, je voyais plein de jeunes qui lisaient beaucoup, pas forcément, ils lisent même pas beaucoup de mangas, ils regardent beaucoup d'animés, ils disent « Ouais, moi, ça m'intéresse », mais dès qu'on veut parler du Japon, ça les intéresse plus, en fait. Et en fait, il y a une nouvelle image du Japon qui se crée, qui n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est cette deuxième génération-là qui arrive, effectivement. Et moi, j'appelle plus la troisième, par contre. Oui, d'accord. Parce que la première, je dirais, c'est les années 70 avec les Goldorak, tout, première vague. Après, il y a la deuxième vague des années 80 avec le Club Dorothée, et ça s'est essoufflé. Et la troisième vague, début 2000, quand il y a eu One Piece, Naruto, Pokémon et tout. Et là... Je ne sais pas s'ils avaient vraiment conscience, Goldorak, tout ça, ou s'ils avaient l'appétence d'aller voir ce qui se passe. Si. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer une personne, le fondateur de Animeland. Du coup, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui plusieurs fois, et clairement, pour lui et pour d'autres personnes, donc, qui sont un peu plus âgées maintenant, c'est ces années-là, 70, quand il y a les premiers trucs, les premiers Goldorak, les Gundam, et d'autres trucs qui sont arrivés. Et quand on regarde, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui datent de cette époque. Ton association, pourquoi tu as décidé de la créer ? Alors, à la base, il faut savoir que quand je suis rentrée du Japon, j'ai travaillé en restauration, en fait. Et c'est parti d'un truc con, je m'en souviendrai toujours. C'est qu'une fois, je regardais sur Le Bon Coin, j'avais vu des mangas, vraiment, des séries complètes pour pas cher. Et je me dis, tiens, c'est cool. Et ça m'a fait penser au Manga Café. Et en fait, du coup, j'étais partie... il n'y a pas de Manga Café. Il y en a quelques-uns, mais il y en a 5, c'est pas populaire, 6. Non, ça l'est toujours pas parce que le système de tarif horaire fonctionne très, très, très mal en France. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de problème. J'ai rencontré des Canadiens, d'autres trucs qui disent qu'il n'y a pas de problème. Mais en France, des gens qui payent pour rester quelque part, ça ne fonctionne pas. Alors, du coup, moi, j'ai quand même commencé à partir sur un projet de Manga Café qui aurait dû être une entreprise à la base. Et en fait, j'ai certaines valeurs qui font que ma conseillère m'a dit non, il ne faut pas faire du commercial, il faut partir en associatif, en fait. Et j'avoue que j'ai jamais regretté. Il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'un Manga Café
associatif, je devais être la seule au monde parce que le format, il est pas du tout... ça fonctionne pas, en fait. C'est pas adapté pour. Mais je me suis accrochée et tout le social qu'il y a eu derrière, tous les trucs que j'ai pu faire, les rencontres et autres, je l'ai jamais regretté, en fait. D'accord. Aujourd'hui, ça a combien d'années? 8 ans. Ça fait 8 ans en mars de cette année. Parce que ça date de mars 2016. Et le Manga Café a 8 ans aussi, parce que lui, je l'ai ouvert en juin 2016. Quelles ont été les principales contraintes? Alors, financières. Alors, je vais donner un exemple très concret. Une fois au Manga Café, il y a un homme très gentil qui est venu, avec qui j'ai discuté, et qui m'a dit être banquier. Et qui m'a demandé justement comment vous avez fait pour ouvrir ce Manga Café. Et je lui ai dit que j'avais galéré avec les finances et tout. Et c'est là qu'il me dit « Oui, je suis banquier et jamais je vous aurais donné l'argent pour que vous fassiez un projet comme ça. » Et en fait, ça a été financièrement qui a été le plus compliqué. Parce que du coup, moi, personnellement, je me suis endettée pendant des années. Ça a été très, très compliqué. En plus, je suis très mauvaise en communication. Donc, voilà. Alors, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Mais c'est principalement quand même le bouche à oreille qui a fait la différence. Et je suis allée m'installer à Béziers où je connaissais personne. Donc, j'avais le tiercé gagnant de ce qu'il ne faut pas faire pour ouvrir quelque chose. Mais j'étais vraiment passionnée et j'ai apporté beaucoup de choses, notamment avec tout ce que je connais sur le Japon, sur les mangas aussi. Et donc, du coup, j'ai intéressé des gens. Beaucoup de gens sont venus discuter. Je sais que ça a été aussi un refuge pour beaucoup de monde. Donc, du coup, c'est vraiment les gens qui ont porté... Enfin, moi, j'ai dû porter tout ce qui était administratif et contraintes, mais c'est les personnes extérieures quand même qui ont porté l'association. Donc, tu as dû le fermer, le Manga Café, c'est ça? Oui, du coup, je l'ai fermé officiellement fin juin. J'ai rendu les clés fin juin. En fait, j'ai arrêté d'accueillir du public à la fin du mois de mai. Fin juin, comme ça, j'ai débarrassé, j'ai remis en état. Et j'ai dû fermer pour plusieurs raisons. La première, c'était à cause de problèmes avec les propriétaires, en fait. Et il y avait quand même une deuxième raison, c'est que là, au niveau des subventions, on n'avait plus du tout de subventions parce que, justement, il faut faire de la politique. Et ça commence à me bouffer beaucoup. Plus de subventions et les gens ont de moins en moins d'argent, en fait. Donc, nous, ça restait vraiment pas du commercial. Donc, c'était vraiment des gens qui venaient pour faire des activités, pour se détendre, faire des rencontres. Et c'est comme aller au restaurant, au cinéma. Les gens, ils le font de moins en moins, en fait. Donc, avant de vraiment couler, comme je dis, parce que j'étais quand même très dépendante de ce travail, même si j'avais pas de salaire, mais j'étais quand même assez dépendante de ça. Avant d'être endettée, et comme il y a eu les problèmes avec les propriétaires, j'ai dit je vais pas me battre. L'association existe toujours, juste le Manga Café est fermé. D'accord. Mais l'asso existe toujours par contre, en attendant de faire autre chose. Okay. Quelles étaient les activités proposées dans le Manga Café? Alors, il y en avait plusieurs. Moi, quand j'en parle, je les divisais souvent en deux parties. Il y avait les activités au Manga Café et les activités extérieures. Donc, pour aller rapidement, les activités extérieures, c'est quand je faisais des salons du livre, salons d'imaginaire, ou quand j'allais dans des écoles aussi. J'ai déjà fait des ateliers dans des écoles, dans des médiathèques, dans des MJC aussi. Et après, à l'intérieur, je donnais des cours de japonais. Il y avait laboratoire d'écriture qui était pour apprendre à faire une bande dessinée. Donc, moi, je suis très nulle en dessin, mais par contre, j'ai toute la théorie et la pratique de mettre en place une bande dessinée. Et on faisait des ateliers pour faire une bande dessinée, en fait. Juste au niveau dessin, technique de dessin, chacun se débrouille, quoi. Il y avait le club lecture, donc vraiment pour découvrir des mangas. Alors, principalement des mangas, mais il n'y a pas que ça, parce qu'au Manga Café, il y avait manga, BD, comics. Donc, c'était tout ce qui était autour de la bande dessinée en général. Donc, il y avait le club lecture, le club Warhammer, par exemple. Donc, les gens venaient. Donc, quand il y avait du monde, ils faisaient du jeu. Et quand il n'y avait pas grand monde, c'était surtout des ateliers de peinture et un bénévole qui venait, qui fait de la peinture. Donc, expliquer, qui donnait des techniques. Il y avait du craft cosplay aussi. Donc, pareil, normalement, les cosplayers font toujours leur truc eux-mêmes, tout seuls. Nous, le but, c'était de tout, alors, je ne vais pas dire syndicaliser, mais... Comme un Fab Lab, quoi. C'est-à-dire chacun a ses compétences. Voilà, c'est ça. Et alors, nous, on récupérait, beaucoup de gens nous faisaient des dons, donc on récupérait des machines, du tissu, des trucs. D'accord. Et donc, du coup, ça permettait notamment aux ados... il y a des ados qui avaient assez peu de choses à acheter, donc les parents étaient contents parce que du coup on mettait à disposition pas mal de tissus et autres. Combien vous aviez de mangas, BD disponibles? Alors la dernière fois que j'ai regardé, on dépassait les 4500. Ah oui. Là, depuis que le Manga Café a fermé, j'en ai quand même encore continué à en acheter un petit peu. Là, j'attends voir Momiji comment ça se passe et comment continue l'assaut, mais je pense peut-être continuer à racheter, un petit peu suivant, voilà.
continuer à être à jour et proposer, si je fais d'autres activités à l'extérieur, d'avoir toujours des nouveautés quand même. Des trucs. 4500, c'est une grande majorité des mangas disponibles aujourd'hui en France. Oui, on n'est pas loin des plus de 4500, mais alors, je ne vais pas dire pas loin des 5000, mais on en est encore loin, mais plus de 4500, c'est sûr. Ouais. Tu es l'organisatrice du festival Momiji. Peux-tu nous raconter comment ce projet a vu le jour ? Alors, comme beaucoup de choses que je fais, c'est venu au jour sur des gens qui m'ont laissé tomber. Parce qu'au début, quand j'ai fondé l'association, le Manga Café, j'avais 3 objectifs. Le premier, c'était du coup de faire vraiment un lieu de vie. Le deuxième, c'était de pouvoir faire un groupe pour aller faire des voyages au Japon, en fait. Et le troisième, c'était de créer un festival qui soit vraiment loin des festivals commerciaux comme il y a ces dernières années, en fait. Début d'année 2017, je rencontrais justement... mais du coup, on discute. Elle me dit « Ah, mais oui, mais vous faites ça et tout. Moi, c'est quelque chose qui me manque. Et avec des écoles, je travaille avec des écoles, on aimerait bien faire un truc toute école pour réunir tous les jeunes et leur faire un travail autour du manga et leur faire découvrir et tout. Et donc, du coup, on avait parlé de faire un festival. Et moi, j'avais déjà 2-3 contacts d'auteurs, en fait. Et je lui ai dit, oui, on peut organiser ça. Je commence à faire les démarches, à regarder, à faire les papiers. Donc, c'était vraiment début d'année 2017. Et après, j'ai plus de nouvelles. Plus de nouvelles pendant des mois, plus de nouvelles. Au moment, il y a la MJC. Je dis, je vais voir, comme je n'avais pas de lieu, je connaissais un petit peu la MJC, j'ai demandé que c'était déjà au mois de juin. Ils m'ont dit, tu as de la chance, on a cette date qui est dispo, mais pour nous, c'est trop tard de nous demander le mois de juin. C'est vraiment, tu as de la chance. J'ai dit, d'accord, je bloque. Et à partir du moment où j'ai bloqué la date, je dis, maintenant, c'est fait. On va faire le festival. Et j'ai essayé de relancer. Rien. Et puis, donc, le festival était prévu pour fin octobre. On arrive en septembre. J'ai toujours rien. Donc, moi, de mon côté, j'ai fait 2-3 contacts de petits trucs, mais il n'y a rien d'organisé réellement. Et quand j'ai vu qu'à un moment donné, j'arrive à voir, elle me dit, non, c'est bon, laisse tomber, nous, on ne peut pas, c'est trop tard. Et du coup, j'ai commencé à faire des démarches, j'ai contacté des gens. Et du coup, je me suis retrouvée en 2017 avec à peine 1 an de vie au Manga Café, en fait. 1 an où je suis sur Béziers, je ne connais rien. Avec beaucoup de problèmes que j'ai déjà eus. D'autres problèmes qu'on a eu avec l'asso, notamment financiers. J'ai mis, tout et pour tout, une quinzaine de jours pour organiser le festival réellement, en fait. Alors, j'avais préparé en amont 2-3 trucs, mais il s'est organisé vraiment en quelques jours. J'ai fait ce premier truc. Alors, la première année, on l'avait fait sur 2 jours, parce que moi, j'ai jamais fait de bénévolat en festival. Et les fois où j'allais en festival, c'est toujours samedi-dimanche. Et j'avais fait samedi-dimanche, et ça avait été une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. D'ailleurs, c'était la seule année où j'avais eu des vendeurs avec... que j'ai fait venir des vendeurs, j'ai dit, tous les festivals, voilà. Exposants, maintenant, on n'a que des exposants, c'est que des créateurs. D'accord, oui. Voilà, il n'y a que des artistes, des créateurs. Là, c'était vraiment des vendeurs. Voilà. Et ça avait été catastrophique financièrement pour eux, pour tout le monde aussi. Donc, du coup, je voulais l'arrêter. Et en fait, il y a plein de gens qui disent, mais non, là, il y a eu ça, mais tiens, l'année prochaine, si tu le fais, on revient. Et en fait, du coup, l'année suivante, je me suis améliorée, on a fait d'autres trucs. Et à chaque année, à Momiji, quand on approche de la date, je dis je le fais plus parce que c'est tellement de travail, de contraintes et je fais tout toute seule parce qu'il y a une année, je crois que c'est 2018. Et je me suis dit je vais m'aider de personnes qui vont organiser d'autres trucs. Co-organisateur avec toi. Voilà. Et sauf que ça s'est extrêmement mal passé. Ouais. Et alors du coup pareil maintenant pour ça je fais le festival, j'organise toujours tout seul. D'accord. Parce que dès que je délègue à quelqu'un, je sais pas ce qu'il fait. Moi, je veux pas être sur leur dos tout le temps et quand ça se passe pas bien, il faut tout rattraper. Donc voilà. Et chaque fois, je veux l'arrêter. Et chaque fois, que ce soit le public ou même les exposants, même quand ils font pas vraiment d'argent, rien du tout le monde part en me disant à l'année prochaine. D'accord. Et donc bon, du coup, je continue. Et là, ça te motive en tout cas. Oui, parce qu'en fait, même si financièrement parlant, on n'y est pas du tout gagnant. Maintenant, on n'y est plus à perte, c'est déjà ça, mais on n'y est pas gagnant. On n'attire pas les foules non plus. Il y a quasiment personne qui parle de nous. Mais les gens qui viennent, c'est souvent les habitués. Même les exposants, on a souvent les mêmes. Mais ils sont super contents. Pour eux, c'est vraiment un rendez-vous qu'ils aiment faire chaque année, en fait. Et on a d'autres personnes qui viennent. Notamment, l'an dernier, il y a eu beaucoup de nouveaux, notamment de cosplayers. Et ils étaient hyper contents parce qu'ils disaient c'est pas un gros truc, mais l'ambiance est tellement bonne, en fait, que ça fait plaisir, ça fait un peu une bouffée d'air dans d'autres conventions. J'ai une autrice qui vient de Paris, justement, et elle me disait, elle aime bien venir, parce que quand elle fait des grosses conventions, c'est
c'est full sur full, entre les risques de vol, les trucs qu'ils n'ont pas le temps de discuter, il faut enquiller. Il dit même quand là, ils ont beaucoup de monde qui font beaucoup de ventes, ça arrive, heureusement. Mais elle dit là, on a quand même le temps de discuter avec les gens. Enfin, ils ont le temps de faire une pause, ils ont le temps d'aller faire le tour et tout. Et ils aiment énormément. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien garder ce système. C'est pour rigoler, je te souhaite pas du succès alors. Parce que je me demande des fois. En fait, c'est l'équilibre que tu essaies d'avoir, c'est de ne pas être trop gros pour pas que ça t'échappe et que ce soit trop compliqué, tout en gardant cette authenticité. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas de tête d'affiche aussi et que je n'essaie pas d'avoir des personnes très, très célèbres. Parce que du coup, je me dis, s'il y a une personne célèbre ou assez connue qui vient, les gens vont faire la queue pour aller le voir. Honnêtement, du succès, tu pourrais en avoir sans problème. Parce que les festivals, je te dis, il y a largement de la place. Et voilà. Mais comme tu dis, je comprends mieux pourquoi c'est pas aussi développé que ce que tu as le potentiel de faire. Avec ce que tu me dis, de la façon dont tu parles et de ta vision et tout, je comprends mieux pourquoi tu n'as pas développé plus et que ça te... Enfin, c'est pas une volonté, quoi. Oui, voilà. Oui, et en fait, c'est aussi venu par rapport à la première année qui a été, comme je dis, notamment avec les commerçants catastrophiques, mais aussi parce que du coup, depuis le Manga Café, je fais beaucoup de social. Et il y a énormément de préjugés et je vois beaucoup de parents qui connaissent rien aux loisirs de leurs enfants ou même des enfants qui... Il y a des parents des fois qui aiment et qui ne comprennent rien du tout. Et en fait, là, le but, c'est que les familles, donc les parents et les enfants, viennent et vraiment partagent. Soit ils ont déjà quelque chose en commun, soit ils ne connaissent pas et qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent communiquer. Et de pouvoir aussi, et ça c'était très important pour moi, c'était de casser cette image que déjà la BD c'est pas de la lecture, ça m'énerve de l'entendre encore à notre époque, c'est de la lecture pareil que si je lisais les ingrédients de mon paquet de céréales, mais c'est surtout que la plupart des gens comme Alexandre Astier par exemple ou d'autres que je connais qui sont auteurs ou illustrateurs ou qui travaillent dans l'art, qui sont créateurs, qui vivent, alors ils ne gagnent pas des millions, forcément c'est pas des célébrités, mais ils peuvent en vivre de leur passion et c'est montrer aux parents qu'il ne faut pas qu'ils briment leurs enfants parce qu'ils sont passionnés de dessin ou passionnés d'un truc. Parce que le nombre de gamins qui j'ai entendu dire « Oui, je veux être mangaka » et les parents, ils ont dit « Non, mais tu vas faire tes études et les mangas, si tu continues, tu arrêtes d'en lire. » Par exemple. Et ça m'énerve. Alors que la plupart des gens que je connais, ils ont réussi parce que du coup, ils sont accrochés, ils n'ont pas les diplômes pour, ils n'ont pas fait des études. Maintenant, il y a l'école de manga à Toulouse, par exemple. Je ne suis pas sûre qu'elle apporte grand-chose, mais c'est sûr qu'il y en a plein qui réussissent sans eux, en fait. Et moi, ce que je voulais apporter, notamment avec le festival, c'est de dire que si les jeunes d'aujourd'hui sont encouragés, même s'ils se plantent, même s'ils ont un rêve, par exemple, ils disent qu'il va être mangaka un jour et 2 mois plus tard, il va être youtubeur, ok, pas de problème, mais toujours qu'ils essayent, qu'ils soient encouragés, qu'ils essayent jusqu'au bout. Et je crois que le problème, il est même pas au Japon, c'est un peu quand on lit un peu les biographies de certains auteurs aussi. C'est vrai que le milieu artistique a jamais été favorisé, même au Japon. Hein, ça commence à changer un petit peu, mais il faut vraiment montrer qu'on a du succès. Mais ils sont encore très frileux. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont été brimés, sauf certains qui étaient dans un milieu artistique comme Miura, par exemple, de Berserk, qui avaient des parents artistes, mais les autres souvent disent qu'ils ont été en difficulté de vouloir faire ce métier-là, effectivement. Oui, mais c'est aussi pour ça que du coup, c'est ça qui est marrant avec le Japon, c'est que c'est assez mal vu, ça se fait pas, mais il y a plein justement de concours, notamment collège, lycée et autres, pour que ceux qui ont du talent et qui ont des trucs faire ces concours, ils se fassent remarquer, ils gagnent une petite bourse qui leur permet de faire un projet. Ce qui est incroyable chez eux, c'est qu'il y a une omniprésence du manga. Ah oui, il y en a beaucoup. Le manga, enfin bon, le manga c'est de la BD, hein, c'est exactement la même chose, mais par contre, nous ça s'est perdu en France, mais il y a quelques années encore, alors dans les journaux, avant on avait souvent les petites 4 cases de petites histoires, d'humour, de caricatures, et c'est vrai que ça fait peut-être une trentaine d'années, ou peut-être plus ou moins, enfin au moins une trentaine d'années, que l'image du dessin et de la bande dessinée en général, elle a une image d'enfant, enfin infantilisante, au lieu de communication. Et le manga, c'est de la communication. C'est pour ça qu'il y a de tout pour tout. Alors, il y a des trucs de manga que nous, on ne verra jamais en France. Alors, il y a un genre que je ne vais pas dire le nom parce que je ne l'ai jamais retenu, parce que justement, on ne l'a pas en France et je suis habituée à. Mais il y a un style de manga, par exemple, qui est uniquement pour les personnes âgées. Des mangas qui sont pour les personnes âgées qui sont à la retraite et qui font leurs petits trucs, comme il y a des mangas qui sont pour les femmes au foyer. Alors c'est pas forcément les josei, ça va être encore il y a les josei, mais il y a des trucs et ça nous on les aura pas parce que du coup l'image du manga elle est catégorisée aux enfants maintenant.
Donc c'est assez compliqué quand même. Et c'est vrai qu'il faudrait un peu casser tous ces codes-là, partir plus sur la thématique comme c'est fait en fait avant, hein, aventure, combat, j'en sais rien. Voilà, c'est peut-être plus intéressant. Oui, parce que même les mangas, quand on voit Shonen, Seinen, finalement, c'est que par rapport aux magazines de prépublication. Et ceux-ci, les magazines de prépublication maintenant, avec le commerce et tout, ils se développent. Avant, par exemple, le Shonen Jump faisait vraiment public que pour les garçons. Maintenant, ils vont faire des shonen, ils vont essayer de faire des trucs pour les filles. Par exemple, l'Attaque des Titans. Oui. C'est bien gore, alors qu'en shonen, alors que bon, il serait peut-être mieux en seinen, mais l'Attaque des Titans qui est bien gore et autres, et ben il y a Birth of Levi, le petit, le spin-off avec Levi, donc dans l'univers, c'est un shoujo. Oui. Parce qu'il est sorti dans un magazine shoujo. Et moi, je trouve ça, moi, ça me fait rire du coup de voir que, voilà, c'est que du marketing en fait. Le problème, c'est qu'en France, maintenant, ils commencent à se servir de ces appellations-là, mais sans rien connaître non plus. Donc, du coup, on repart dans les préjugés, les amalgames. Les travers, oui, effectivement. Et puis, ça compartimente aussi, puisque c'est pas parce qu'on aime que les shonen qu'un shoujo va pas nous plaire, etc. Ah oui, tout à fait. Ah oui, il y a des shoujos qui sont... Enfin, moi, j'ai du mal avec les shoujos qui sont vraiment tout mielleux, d'amour, tout comme ça, là. Ça m'énerve, ça m'a toujours vraiment énervé. Mais par exemple, Fruit Basket était très bien. Et un que j'adorais, notamment, c'était Switch Girl, qui n'a pas du tout d'histoire d'amour. Et c'est vraiment l'histoire d'une lycéenne qui est en mode on, donc qui est populaire, qui est super belle à l'école. Et chez elle, elle est en mode off, c'est-à-dire elle met un survêt, des lunettes, pas coiffée, et ça fait ce qu'elle appelle la culotte du dimanche. Et c'est juste génial, ça me rire de rire. Mais c'est un shoujo, et pourtant, ça plaît à tout le monde, garçon comme fille, par exemple. Qu'est-ce qui est prévu cette année au festival ? Alors du coup, c'est toujours plus ou moins la même chose parce qu'en fait, pour dire la vérité, nous, le festival Momiji n'a pas de budget. Au niveau associatif, j'ai aucun budget qui est alloué au festival en fait. Ça arrivait très souvent que pour certains trucs, je paye de ma poche. Maintenant, on y arrive un peu mieux, mais là, comme on n'a aucun budget, c'est par rapport à ce que l'association a pu mettre de côté dans l'année. On a comme d'habitude le karaoké qui vient, donc Ado Team. On a des exposants, donc il va y avoir quelques nouvelles têtes, parce que j'ai été contactée par des nouvelles personnes du coin, donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, j'ai les auteurs habituels, les créateurs habituels, et en activité, Guillaume qui va refaire le Warhammer, en fait. Et après, ça dépend aussi beaucoup des bénévoles que j'ai, suivant les personnes. Vu qu'il faut tenir au moins la cafette et l'entrée. L'an dernier, par exemple, j'étais censée avoir assez de bénévoles pour faire des activités, dont des initiations au japonais, et ça a été catastrophique. Normalement, il y aura un quiz, parce que l'an dernier, il a vachement bien marché, un blind test, défilé cosplay. Alors là, ça dépendra des inscriptions. Alors, je dis pas concours cosplay, j'ai l'habitude de dire concours cosplay, mais c'est pas un concours, parce que concours, il y a le jury, il y a tout un tas de trucs, tandis que là, c'est vraiment, il n'y a pas de règles. On peut acheter un costume ou le faire soi-même. On a musique, pas musique, on vient en groupe, on vient seul. C'est juste le plaisir de passer, de défiler, de faire une prestation. Peut-être cette année, j'ai une jeune femme de Montpellier qui m'a contactée, qui est chanteuse, qui m'a dit je peux venir du coup gratuitement. Comme ça, je fais la promo de mes trucs. Donc là, je suis en train d'organiser parce qu'on n'a pas forcément tout le matériel pour l'accueillir. Ouais. Mais voilà, il y aura peut-être une chanteuse. Normalement, il devrait y avoir une amie qui est dessinatrice qui a repris son association de dessin, justement, donc il devrait venir. Et peut-être cette année, vu qu'on a un thème des créatures fantastiques, alors, chaque fois je veux dire monstre, mais dans ma tête c'est monstre, mais c'est créatures fantastiques, parce que forcément le mot monstre, il est un peu négatif. Ouais. Voilà. Et normalement, je dois avoir confirmation, mais il y aurait une association du coin qui fait qui est dans le style un peu steampunk, et qui parle du folklore de l'héros, avec justement des créatures de l'héros. Et oui, je les ai rencontrés au Festival de l'Imaginaire à Ballaruc-le-Vieux. D'accord. Et qui ont un exposé vraiment génial. Donc j'espère qu'ils pourront venir pour qu'on puisse faire... alors là, par contre, c'est vraiment une exposition. Mais elle est vraiment bien. D'accord. Bon, c'est pas mal d'activités pour l'eau. Le but, c'est vraiment d'avoir une partie activité pour que des gens puissent s'amuser. Je n'ai pas dit, mais il y a toujours des tables ouvertes de dessin, d'origami, ou de lecture. Toujours les parties d'activité pour s'amuser, faire des choses. Et la partie découverte et discussion avec les créateurs et les auteurs. Le fait que ce soit comme ça, familial, en fait, ça permet vraiment des contacts plus simples. Oui, c'est le but. C'est vraiment que les gens puissent discuter, apprendre et s'amuser. Tu nous as parlé de la J-Rock et du visual kei. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors J-Rock, c'est simplement un J de japonais, et rock, du coup c'est du rock, voilà, comme il y a la J-pop, des trucs comme ça. Et alors le visual kei, alors on va souvent l'associer au métal,
surtout ces dernières années, parce que moi j'ai tendance à écouter mes vieux groupes des débuts des années 2000, mais l'autre jour je me suis mis une playlist YouTube de nouveaux visuels, ils sont très bien les nouveaux quand même. Mais le truc c'est qu'il y a... alors ils sont de plus en plus orientés métal musicalement parlant. Ils ont toujours le côté visuel. Ça, c'est bien, je suis contente, c'est que du coup, le côté visuel soit resté. Donc, c'est-à-dire, bon, il y a le côté efféminé généralement, mais surtout les cheveux en couleur, beaucoup de piercing et des maquillages un peu à la glam, ou pas forcément tout le temps, mais voilà, un impact visuel qui est très fort. Il y a juste la différence entre le visuel maintenant et celui des années 2000 avec, par exemple, Malice Mizer, les Dilou à l'époque. Quoique non, les Dilou, ils ont toujours été plutôt métal, mais il y avait La Reine, par exemple. En fait, le visuel, à l'époque, c'était principalement autour de musique rock, métal, mais ils jouaient énormément avec les sons et les styles. C'est-à-dire, il y avait des chœurs, il y avait des violons, il y avait du synthé, et notamment, par exemple, La Reine, où maintenant c'est Versailles. Donc, ils sont habillés tous au Moyen-Âge française, en fait. Enfin, Moyen-Âge plutôt, à l'époque Louis XIV, voilà. Et... mais il y a le clavecin, il y a des petits trucs. Et niveau musical, on entend, il y a les guitares, il y a la batterie. Donc, mais il y a ce côté, du coup, d'une musique différente, en fait. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était justement le mélange des genres, des instruments. Tandis que maintenant, le visual, c'est vraiment plus du métal. D'accord, Ça le se rapproche côté beaucoup. fusion a disparu un petit peu. Oui, alors, il y a des gens, ils pourront dire que c'était kitsch à l'époque. Enfin, quand on regarde les clips qu'on écoute, ça fait vieillot, mais en même temps, enfin, c'était comme ça, en fait. Oui, puis justement, c'est ça dans le visual kei, c'est que c'était du coup quelque chose de visuel, donc on les reconnaît direct, mais en même temps, à l'écoute, c'était quelque chose qu'on reconnaissait directement, en fait. Quel est ton manga préféré et pourquoi? Alors, j'ai un préféré, ça se voit mes tatouages, c'est One Piece. Là, c'est One Piece. Alors, c'est mon préféré, c'est pas tant que c'est mon préféré, parce que du coup, j'en ai tellement lu, j'en ai beaucoup que j'aime énormément. C'est surtout par rapport... Je pense qu'on a tous un manga coup de cœur. Enfin, j'ai vu par rapport aux gens que je connais. C'est pas parce que l'histoire plaît ou les personnages plaisent, c'est parce que du coup, ça correspond à quelque chose qu'on a eu dans notre vie. Moi, quand j'ai connu One Piece, j'étais à une assez mauvaise période de ma vie, et je vais dire que le fait de lire et de regarder One Piece, ça m'a pratiquement sauvé la vie, littéralement, en fait. C'était vraiment quelque chose qui a été très, très fort. En plus, niveau caractère, j'ai pas mal de points communs avec Luffy. Alors, on n'a pas du tout les mêmes défauts, mais on a beaucoup de points communs. C'est pas tant One Piece, c'est vraiment Luffy. Et l'univers qui fait que, du coup, ce sera mon top. Et dernièrement, justement, l'an dernier, quand j'ai eu les problèmes avec le manga café, ou que ça allait pas, il y a le Gear 5 qui est sorti, où vraiment Luffy est revenu, et ça correspondait encore vachement à quelque chose. J'ai l'impression vraiment d'être très synchro avec l'évolution de One Piece par rapport à l'évolution de ma vie, en fait. Donc c'est vraiment mon manga, on va pas dire âme sœur, mais ça fait un peu la même chose. Ça en fait. accompagne ta vie C'est ça, ouais. Et ça t'a aidé une béquille. Ah oui. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Oui, j'ai beaucoup d'amis. Par exemple, une de mes meilleures amies, elle, c'est Naruto, parce que justement, elle a le même passé que Naruto, le même vécu. Et quand elle a évolué un peu en même temps que lui. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, il y en a d'autres, c'est Bleach. Après, il y a plein d'autres trucs. Mais je pense qu'on a tous, à un moment donné, un manga. Enfin, je dis un manga, mais ça peut être des fois un livre. Des fois, on a un livre qui, vraiment, on a l'impression d'être au diapason avec, en fait. Et moi, c'est One Piece. Et alors, comme tout fan de One Piece, est-ce que tu as de l'appréhension sur la fin du manga? Alors, je sais que je serai extrêmement malheureuse quand il sera terminé. Mais non, parce que connaissant Oda, et sachant l'histoire, connaissant Luffy et tout, je sais qu'il n'y aura pas vraiment de fin. Enfin, la fin, c'est quand il va mourir. Luffy, il n'y a pas de fin, il va continuer ses aventures. Pour moi, par exemple, j'ai réfléchi à qu'est-ce que ça peut être le One Piece. Pour moi, c'est vraiment une question il va être libre et tout le monde va pouvoir vivre son rêve. Enfin, voilà, ça va être quelque chose de... Ou l'aura vécu, ou l'aura atteint. Oui, voilà, c'est ça, mais ce sera que quelque chose qui sera vraiment plus du sort de spirituel, vraiment, que juste un trésor. Le seul truc que je crains un peu dans One Piece, c'est le combat quand il y aura avec Barbe Noire, parce qu'il devient puissant. Je ne vais pas parler, s'il y en a qui ne connaissent pas trop, je ne vais pas spoiler. Je me suis fait quelques théories. Par contre, je ne regarde rien sur les théories de One Piece. En plus, je ne lis pas les scans, donc forcément, j'évite tout ce qui est One Piece. Mais j'ai plusieurs théories sur plusieurs trucs, mais c'est vrai que je suis quand même très curieuse de voir, pas de voir le One Piece, mais de voir comment ils vont s'en sortir avec Barbe Noire, en fait. Alors, One Piece a un animé, on va dire, un peu en deçà du manga. Quel est pour toi ton animé préféré? C'est pour ça que je te dis ça, je pense que ça va peut-être pas être One Piece. Si, j'aime énormément. En fait,
One Piece, je le regarde avec la même avidité que je le lis en fait. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que là, j'ai beaucoup ralenti. C'est que du coup, au lieu de respecter les temps de repos de Oda et donc du coup le ralentissement du manga, ils veulent absolument garder leur rythme de 1 par semaine. Et là, ils font à la Olivier Tom, c'est-à-dire un épisode, on va juste avoir un coup de poing et tout le monde qui dit « Ah !» comme ça. Et ça m'énerve. Mais sinon, l'animé, je l'adore, tout comme le film. Mais alors, un animé... Alors, c'est comme dire un manga que j'aime. Il y en a beaucoup trop. Par exemple, un animé où... Que tu conseillerais, en fait. Oui, bah, il y en a un que je conseillerais. Alors, c'est surtout des anciens, c'est ça le truc. Parce que du coup, il y en a un qui m'a énormément marqué par sa musique. Je crois que c'est Yuki Kajiura qui l'a fait, d'ailleurs. Et par les émotions, parce c'était Chrono Crusade. Oui. Alors, c'est CHRNO, Crusade. Et celui-là... Pendant des années, j'ai même pas pu en parler ni le conseiller parce que il m'a tellement fait pleurer. Mais alors vraiment, vraiment beaucoup pleurer en fait. Que du coup, rien que d'en parler, j'avais les larmes aux yeux et je pouvais même pas en parler. Je crois chez Déclic Images, il me semble. Il me semble que Déclic Images avait quasiment tout. Oui, voilà, ils avaient sorti et puis je crois que la licence s'est perdue pour le coup, on l'a jamais revu. Et en manga, ils sont introuvables. J'ai réussi à trouver le tome 1. D'accord, je savais même pas qu'ils étaient sortis. Si, il y a un manga, j'ai réussi à trouver le tome 1, mais ils sont introuvables en manga. Et ça, c'est une série. Qui parle de quoi en gros ? Alors, c'est une sorte de fantasy, d'heroic fantasy, où il y a une jeune fille qui est bonne sœur, et en fait, une bonne sœur guerrière, et elle est liée avec un démon, parce qu'ils se battent contre des démons, et elle, avec un médaillon, elle est liée avec les démons, en fait. À un moment donné, elle va partir à la recherche de son frère, et on va croiser d'autres personnes. Et il est beau. Il est vraiment... Alors, quand je l'ai vu, il datait, hein. Je ne sais pas s'il a bien ou mal vieilli, mais il est beau, il a de l'émotion, il a des combats. Et l'histoire est très très profonde, les personnages sont vraiment bien travaillés et les musiques derrière sont... Enfin voilà, c'est vraiment super. Il y en a un aussi, ça fait penser, parce que la musique de Yuki Kajiura aussi, un qui m'a beaucoup marqué, que j'ai regardé plusieurs fois. Alors, c'est rare quand je regarde ou que je relis quelque chose, parce qu'il y a tellement à faire que... Voilà, j'aime pas refaire quelque chose que j'ai déjà fait. Mais My Hime. Alors lui, il n'existe pas un manga. Enfin si, il existe un manga, mais c'est un manga alternatif en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la vision qu'on a dans l'animé, parce qu'à la base, il est sorti qu'un animé, ils ont fait avec la vision de notre personnage. Et My Hime, alors au début, il commence les premiers épisodes, on voit que c'est du fanservice. Je sais pas si c'était pas quelqu'un qui faisait du hentai à la base. Et voilà, c'est très fanservice, c'est des lycéennes qui se battent, elles ont toute une sorte de... Alors, pas un méca, mais une créature qui se bat avec elle. Elles ont, par un truc de lune, il faut qu'elle soit d'ailleurs qu'une survivante, en fait, un peu à la Highlander. Et au début, c'est assez rigolo. Donc, elles se battent un petit peu, mais les histoires, c'est fanservice. Genre, à un moment donné, il y a une sorte de personne qui vole les sous-vêtements. Mais alors, quand on passe ces premiers épisodes qui sont assez gamins, en fait, après, on est pris par une histoire. Alors, je sais, j'ai pas fait mes recherches, mais je pense que ça avait prévu de faire un truc un peu bidon en fait et que ça avait eu du succès au Japon et qu'après du coup ils ont vraiment fait quelque chose de sérieux. Ils se sont penchés dessus. Et My Hime, en plus c'est les musiques de Yuki Kajiura de combat, elles sont sublimes. Et My Hime par contre voilà, c'est quelque chose qui est passé inaperçu alors qu'il vaut le coup d'œil. Enfin il y en a plein. Tu apprécies les films d'horreur japonais, malheureusement n'ont pas une grosse exposition en Europe. Qu'est-ce qui t'attire ? Alors comme dans tous les trucs, il y a des codes. Donc une fois qu'on connaît les codes, il n'y a plus trop de surprises, genre la femme qui est bien blanc, les cheveux longs qui passent et tout. C'est surtout que c'est de l'ambiance en fait, c'est une atmosphère. Ça me rappelle moi quand je lisais Stephen King, enfin je lis toujours Stephen King, mais j'ai commencé Stephen King très 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 jeune et c'est ce que j'aime, c'est qu'en fait aux États-Unis, les films américains notamment, il y a du jumpscare, donc des fois on fait une attention qui monte et dès qu'on entend la petite musique, on sait qu'il y a un truc qui va se passer ou qui se passe juste après la musique, et une fois qu'on a sursauté, on a la peur qui est partie et voilà, on recommence à zéro. Tandis que les films d'horreur japonais et asiatiques en général, parce que j'ai vu aussi des Chinois, des Coréens, des Thaïlandais, j'ai vu beaucoup de films d'horreur thaïlandais qui sont très très beaux d'ailleurs. Sur Netflix, je crois qu'il y en a. Ah non, alors non, c'était à l'époque, c'était plus je regardais en streaming. D'accord, ok. Parce que cinéma asiatique, c'est vrai, il n'y avait pas Netflix à l'époque, donc cinéma asiatique, ah si, il y a des séries thaïlandaises, j'en ai vu plusieurs d'horreur thaïlandaise, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment pas mal. Mais du coup, eux, c'est vraiment dans l'ambiance, donc il ne va pas y avoir la petite musique d'ambiance, il ne va pas forcément y avoir quelque chose qui va nous faire sursauter, mais c'est vraiment... Par exemple, Ring, qui est un des plus connus, une des scènes qui effraie le plus,
C'est quand Sadako sort et qu'elle marche de façon désarticulée. D'ailleurs, j'avais lu comment ils avaient fait ça, où elle danse à moitié, que ça avait en plus été tourné à l'envers. Donc, enfin, c'est vraiment tout un truc. Et en soi, ça fait pas peur. On voit une femme qui sort d'un truc, qui avance, ça fait pas peur, comme on va voir un Saw ou un Freddy où il va apparaître comme ça. Mais c'est quelque chose qui est très malsain. Et dans la plupart des films asiatiques, c'est quelque chose qui prend aux tripes, qui est malsain, qui se fait qu'on se sent pas bien, en fait. C'est le même style que dans le manga Junji Ito. Quand il fait ses mangas d'horrifiques, en soi, c'est pas des mangas qui font peur. Ça va pas être des trucs comme l'Attaque des Titans, par exemple, qui va être gore, ou ça va pas être des trucs comme Remember, où il y a du suspense et de la violence. C'est ça le pire, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de violence et le rythme est très lent. Et c'est quelque chose comme du Stephen King, du coup, qui nous prend. Et... C'est de l'ambiance. C'est ça. Et en général, les scénarios sont aussi plus creusés, en fait. Si, un des derniers... Alors, j'appelle pas vraiment ça un film d'horreur, mais par exemple, j'avais beaucoup aimé Saw, surtout les premiers. Pas parce que c'était gore, parce qu'à la limite, je m'en fous, mais parce qu'il y avait une histoire derrière. Le mec, il avait un but, il avait fait des pièges, des trucs comme le Hostel. Oui. Le 1 et le 2, je les ai beaucoup aimés les deux. Alors, il y en a beaucoup qui disent sur Internet le 2 qu'il est nul. Je trouve non, au contraire. Alors forcément, c'est des films qui sont gore. Alors, j'aime pas trop les films gore, surtout maintenant, ils sont très réalistes. Torture porn, etc. Et c'est vraiment... Alors, je me rappelle quand j'étais gamine, je regardais des films d'horreur, c'était plus du sous-entendu. Genre du Alien ou autre. Enfin, ce que font beaucoup les Asiatiques. Voilà. Et là, maintenant, quand c'est du gore pour du gore, ça donne juste envie de vomir. Au bout d'un moment, il n'y a pas de plaisir, en fait. Enfin, c'est pas trop mon plaisir de regarder du gore pour du gore. Mais par exemple, dans Hostel, on a le premier truc où c'est des gens qui sont juste kidnappés. Et dans le 2, on voit le derrière de comment est l'organisation. Moi, j'avais trouvé ça génial. Et justement, les Asiatiques, ils ont une histoire. Et ce qui est vachement bien aussi, c'est que... eux, quand ils font des films d'horreur, alors je parle pas vraiment que des Japonais, mais vraiment sur l'ensemble des films d'horreur asiatiques que j'ai vus, ils font pas un film pour faire peur, comme on fait en France, ou enfin en Europe ou aux États-Unis. Ils racontent une histoire et qui est comme si c'est censé être réel. Parce qu'en fait, ça prend de leur folklore et de leurs croyances. Par exemple, un truc que j'adorais regarder, c'était tout ce qui était histoire du fantôme, notamment au Japon. Pour l'avoir vécu aussi, nous, en France, aux États-Unis, c'est tabou. On parle de fantômes. Tout de suite, on passe pour un illuminé. Enfin, il y a tout un tas de trucs, une mauvaise vision. C'est quelque chose de tabou. Donc, les films d'horreur jouent sur ça, sur quelqu'un qui est emprisonné, personne ne croit en lui. Enfin, voilà. Tandis qu'au Japon, voir des fantômes, c'est normal. Je me rappelle quand j'avais vu, il y a une vidéo que j'avais trouvée géniale. C'est une petite vidéo de surveillance d'un hôpital qui dure quelques minutes, où on voit un mec qui est dans un palier d'escalier dans le coin. On le voit, on voit qu'il est en tenue d'hôpital. On se dit, bon, c'est peut-être un vieux sénile, un truc. Et on entend des infirmières en train de monter, en fait. On se dit, il va leur faire peur, il va avoir un truc. Et on les voit, et au moment où les infirmières arrivent au palier, elles le voient. D'un coup, elles se taisent. Et puis, vite, elles montent et elles disparaissent à l'étage au-dessus. Et c'est là, en fait, après, il faut connaître les Japonais, leur système de fonctionnement, mais c'est là, ceux qui connaissent comprennent que le type, c'est un fantôme. Parce que pour les Japonais, c'est normal de voir des fantômes, il y a des trucs, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est leur parler ou les regarder et faire comme s'ils existaient. Il faut les ignorer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est beaucoup plus fort que juste faire, comme on fait en France, en Europe et aux États-Unis, une histoire pour faire peur, quand on va raconter l'histoire du grand méchant loup. Et je trouve que justement, de faire une histoire où on va dire, bon là, il se passe ça, mais parce qu'il y a tel fantôme. Par exemple, Dark Water, il est magnifique, parce que c'est une mère seule qui est en proie avec un fantôme et qui a nulle part pour personne à qui l'aider, qui a son enfant, qui a peur pour son enfant. Et donc, du coup, il y a l'attention, parce qu'on voit le fantôme, mais c'est pas comme si c'était caché, c'est pas justement un jumpscare. Il est là, c'est une évidence, c'est une réalité en fait. C'est pas on se dit, il a peut-être des visions, non, elle est là, elle existe, c'est comme ça. Et là, on se demande, c'est qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va s'en sortir, comment elle va s'en débarrasser en fait. Et du coup, c'est même pas juste le fait qu'ils font différemment sans jumpscare, c'est vraiment que c'est pas pris de la même façon. Et c'est ce que moi j'aime énormément dans les films d'horreur japonais. Alors forcément, il y en a qui vont être plus dans... Parce que avec la mondialisation, il y a des genres qui se mélangent. Donc maintenant, il y en a qui vont être un peu plus dans le gore ou plus dans le fantastique. Les anciens et ceux qui sont encore principalement maintenant, c'est vraiment partir d'un principe qu'il y a quelqu'un qui vit telle chose, un fantôme arrive, et qu'est-ce qui se passe de cette rencontre en fait.
Et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment culturel chez eux. Oui. Parce qu'ils ont deux mondes. Il y a le monde réel, en fait, entre guillemets. Et le monde des morts. Des morts. Et c'est acté chez eux. C'est même pas une réflexion, quoi. Oui. C'est-à-dire que tout le monde pense à ça. Alors, quel est ton manga ou animé qui est un plaisir coupable? C'est-à-dire que toi, vraiment, tu trouves sous-coté? Ah oui, il y en a plein qui sont sous-cotés. Surtout, alors, pour ça que moi, souvent, quand il y a des mangas, je note, comme j'ai l'originalité, il y a des fois, sur plusieurs mois, il y a des mangas qui vont être pas nuls, ils sont intéressants. Et souvent, je dis, ils sont bien pour des premières lectures, parce qu'ils sont pas originaux, mais ils sont pas mauvais. Après, il y en a plein qui sont sous-cotés. Undead Unluck, par exemple, qui était une tuerie, qui fonctionne pas des masses, de ce que je vois, et même l'animé... pas l'air d'être... Enfin, je crois qu'il y a un animé qui est sorti. Belle campagne marketing, quand même. Mais, Undead Unluck... Ça disparaît, là, tout doucement, ouais. Alors, Shangri-La Frontière, là, lui commence à monter, mais parce que l'animé est sorti. En fait, j'ai l'impression que l'animé, surtout en France, fait une grosse différence. Shangri-La Frontière, je l'ai vu à sa sortie, ça a été un coup de cœur monumental, c'était génial. Il y avait By the Grace of God aussi, qui, pareil, il y a l'animé qui est sorti, et c'est alors c'est un isekai, mais c'est vraiment un isekai tranche de vie, et qui est magnifique, c'est une petite perle. Dans le même truc, alors un peu isekai tranche de vie, mais qui est plus sur l'humour, In the Land of Lidl. Alors le manga est très bien, j'ai regardé l'animé, et l'animé par contre c'est une déception, parce qu'il rush l'histoire, il mélange des trucs, il faut pas le regarder, il faut le lire. Mais voilà, il y en a un par contre, alors j'en suis qu'au tome 6, ah non il n'y en a pas qu'un, enfin, je vais en parler de deux derniers du coup, parce que eux ils n'existent pas en animé, et j'entends personne en parler. Alors, il y a Le Villageois Level 999. Alors, c'est pas du tout un isekai, par contre. C'est vraiment c'est un titre d'isekai, quand même. Oui, mais parce qu'en fait, c'est un heroic fantasy. Alors, il a titre d'isekai, mais c'est un heroic fantasy. Et sauf que dans leur monde, les gens ont un titre. Donc, le titre de villageois, le titre de héros, le titre de sage. Donc, vraiment, le principe d'un RPG japonais à l'ancienne, un JRPG vraiment à l'ancienne, en fait. Il y a un gamin, c'est un villageois. En fait, le villageois, c'est les pires. C'est ceux qui ne peuvent pas évoluer, qui ont le niveau 9 maximum, en fait. Un peu comme dans tous les jeux vidéo. Ouais. Et voilà. Et lui, il ne comprend pas. En fait, il dit pourquoi on m'impose un destin si j'ai envie d'être palefrenier, faire truc. Pourquoi je suis né, parce qu'ils ont un titre, en fait. Il dit je suis né villageois, pourquoi je suis obligé de rester villageois. Et après, il dit en plus, on est tout le temps en train de se battre contre des monstres. Les monstres nous font gagner de l'argent qui n'est que pour nous. Il s'interroge sur le monde, en fait. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est que du coup, il se dit, mais qui a fait les lois? Pourquoi nous, on doit tuer des démons? Et en fait, il rencontre des démons de suite. Et les démons, ils sont très gentils. C'est juste un peuple à part, comme on avait par exemple les elfes et les nains. Oui. Sauf que du coup, les humains de base vont tuer tous les monstres, vont tuer tous les démons. Et les démons qui, eux, sont intelligents, se vengent. Et dès qu'ils voient des humains, tuent les humains. Et justement, lui, il dit, mais pourquoi? Et le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est pas juste là se remettre en question de pourquoi je suis villageois, je resterai villageois. Ça, à la limite, ce serait... Tout le monde poserait la question à un moment donné. Mais lui, c'est qu'il surtout il s'est interrogé de pourquoi quand on tue des monstres, on trouve de l'argent de nous, humains, alors que c'est des monstres. Enfin, c'est comme si on allait dans la forêt, on tue un lapin et on trouve 10 € dessus. Ouais, c'est pas logique. Voilà. Ouais. Et justement, moi, ce que j'aime énormément, c'est que du coup... alors, le seul problème, c'est que nous, en tant que lecteurs, on voit de suite la ref au JRPG, en fait. Donc, on voit de suite les mécanismes, on les comprend de suite. Mais si on prend la peine de s'immerger dans l'histoire, dans le truc... Ça a l'air bien plus profond, oui. Oui, et ben c'est ça. Et on se dit, oui, pourquoi il y a ça? Et du coup, l'histoire avance. Et lutte des classes, déjà, ça c'est sûr, puisque c'est pouvoir sortir de sa condition pour évoluer. Et là, il n'y a aucune... Justement, il y a les gens ont une étiquette. Et c'est une fois qu'ils sont nés avec une étiquette. C'est un gros parallèle avec le monde, la réalité du monde, et peut-être il essaie de passer des messages, effectivement. Et voilà. Et celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et il y en a un où j'ai eu un gros coup de cœur. Et celui-là, j'en entends jamais parler. Après, j'ai tellement de coup de cœur. Même celui-là, c'est PPPPP, donc 5 ou 6P, qui est sur la musique. Et, ah non, d'accord, pardon. Non, c'est... Voilà, c'est un sur la musique, en fait, où c'est une famille d'octuplés qui sont tous... qui sont issus... qui sont les fils d'un plus grand virtuose de la musique. Et à un moment donné, sur les octuplés, il y en a un qui apparemment n'a pas de talent. Du coup, le père le met dehors. Avec sa mère, il les met dehors tous les deux. Et nous, on commence l'histoire où, du coup, le gamin, c'est un lycéen, il est passionné de piano,
mais il est nul en fait. Enfin, Ouais. il est nul, il n'a pas le don, il n'a pas le truc. Il faut qu'il travaille énormément pour faire D'accord. une musique correcte, mais il veut intégrer une des plus grandes écoles de musique. Et celui-là, il est hyper, hyper bien. Déjà, il est beau au niveau des émotions. Mhm. Il est beau au niveau des relations. Alors, les dessins sont un peu spéciaux. Surtout les gamins, ils ont tous des yeux chelous avec des trucs. Ce qui est marrant, c'est que dans la musique, ils ont aussi des sortes de pouvoirs. Alors, D'accord. le truc, c'est que là, c'est très ambigu parce qu'on peut se dire, des fois, quand nous, on écoute de la musique, on se fait entraîner, on imagine des choses. Ça existe, en fait, comme dans la peinture. Enfin, musicalement, ça fait plus travailler l'imagination, donc du coup, ça existe mieux aussi. Mais là, du coup, ce qu'il nous faut imaginer, ça devient quelque chose de réel dans le sens où quand, par exemple, une des sœurs, ou non, en premier, on voit un des frères qui joue, les gens sont transportés dans l'univers du frère, en fait. Du coup, l'analogie, elle est un peu trop poussée pour le manga, mais il est hyper bien. Il est vraiment, vraiment super bien. Ben voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Je te remercie. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, sur tout ce qui est réseaux sociaux, au nom de Kyohon, en fait. Tout ce qui est le manga. Épelle-le. Alors, Kyo''Hon. C'est tout le même nom. Alors, Twitter, on a le Twitter, mais c'est vrai que j'y vais pas vraiment des masses. Mais principalement Facebook. Alors, Instagram, vu qu'il n'y a plus l'assaut, je poste beaucoup moins. Même les derniers livres que j'ai achetés, je les ai même pas mis sur Instagram. Mais bon, voilà, Facebook. Depuis le mois de mai, de toute façon, c'est très ralenti. Mais il y a quand même des nouvelles qui se mettent. Le site internet n'a pas été trop à jour non plus. Il faut que je mette à jour avec l'organisation, les invités du festival. Mais bon, il est toujours d'actualité aussi. Rappelle-nous la date. Alors, c'est le samedi 2 novembre, de 10h à 19h. Alors, l'entrée, c'est 5 € par personne. Mais quand on vient en famille, alors on n'a pas de tarif de groupe. Par contre, et on a un tarif famille. Donc, quand il y a une famille qui vient à partir de 3 personnes, c'est moitié prix. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vraiment parce que c'est notre objectif de faire venir les parents avec les enfants. Donc, voilà. Et l'adresse? C'est à la MJC, donc c'est 13 boulevard du Guesclin. À Béziers. Voilà, à Béziers. Eh bien, merci Magali. Ben, merci à toi. À Avec bientôt. plaisir. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres, sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.